y a évidemment l'IA vue comme un outil, une aide de l'avocat, qui va lui permettre en réalité de se concentrer sur délivrer pour son client de la valeur ajoutée, du conseil stratégique, de l'expertise secteur et se concentrer en réalité sur ce qui fait vraiment le pourquoi les honoraires d'avocat sont si chers aux yeux des clients. Les nouvelles frontières de la fiscalité, un nouvel épisode pour vous accueillir, pour vous ouvrir les chakras, pour vous montrer que la fiscalité demain, avec des experts, c'est un monde de rêve et d'enthousiasme. Alors, quand on parle de ces grandes tendances, on a vu des grandes tendances de stratégie de cabinet, on a vu des grandes tendances de stratégie d'entreprise, mais finalement, est-ce qu'on peut aussi s'intéresser, c'est une manière de retenir les talents, aux grandes tendances des stratégies personnelles? Et j'ai la chance d'accueillir avec nous Laurent Bibaud. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Alors, on s'est connus dans une ancienne vie, dans une tour à la Défense qui était un petit peu jaune. Vous avez fait un passage à New York et tout. Vous êtes ensuite allé dans un très beau cabinet français qui est en train de rejoindre, qui a rejoint, je crois, un cabinet américain. Et pourtant, vous n'avez pas fait partie volontairement de l'expédition. Vous allez nous expliquer tout cela, et c'est extrêmement intéressant d'avoir un jeune associé de LL Berg, mais qui connaît LL Berg? Plein de monde connaît LL Berg, puisque c'est un acteur aujourd'hui de référence sur un marché très spécifique, qui est le marché du private equity et du M&A. Donc le cabinet a été créé en 2007 par Olivier Abergel, qui est toujours l'associé fondateur au sein de la structure, qui a fait grossir la structure, puisqu'il a aujourd'hui réalisé plus de 400 transactions avec ses deux autres associés en corporate. C'est une boutique qui se veut haut de gamme, qui se veut profondément ancrée dans le marché du M&A et du private equity. Il n'avait pas de fiscaliste. C'est vrai qu'à la fin du cabinet Ayash, qui a rejoint donc le cabinet, un des cabinets américains sur le marché au 31 décembre. On peut dire Mayer Brand. On peut dire Mayer Brand, parce que je pense qu'en tout cas... Des gens très respectables, il y a des anciens d'Ernst & Young, en plus, il y a des anciens d'Ernst & Young, donc... d'ailleurs assez souvent sur le marché on en rencontre. Et donc effectivement, moi j'ai eu une volonté plutôt d'avoir une aventure plus entrepreneuriale que de rejoindre un cabinet anglo-saxon. C'était déjà d'ailleurs à la sortie du Big Four qu'on connaît tous les deux, qui est EY, puisqu'on va dans les citations, qui était déjà ma volonté de rejoindre une structure française indépendante. Voilà, première étape en fait, cette volonté. Pourquoi la différence entre cette grande structure américaine, internationale, qui couvre l'ensemble du monde, et le choix d'un acteur français de référence avec des anciens d'EY, puisqu'on dit bonjour à Bruno Erard, au passage, qui vous a accueilli. Exactement, qui a été mon mentor. Un geste différent en fait. Oui, un geste différent, puisque j'ai commencé, en fait, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de jeunes, quand on commence la profession d'avocat, on a pour seule référence, en règle générale, des cabinets anglo-saxons. Tout simplement parce que le marketing de ces cabinets est extrêmement efficace, parce qu'ils sont effectivement sur des très beaux dossiers, parce qu'ils sont très bien référencés aussi dans les guides, qu'en général les jeunes connaissent, qui sont le Legal 500, le Chambers, les décideurs et autres. Ils sont dans une catégorie à part quand même. Ils sont dans une catégorie à part. Et en fiscalité encore plus. En fiscalité encore plus. C'est vrai que la fiscalité, on peut même faire une différenciation, et d'ailleurs en général on le fait entre les lawyers qui font du corporate M&A, corporate private equity, droit des sociétés, et puis les fiscalistes où il y a effectivement les law firms, et puis il y a les Big Four où en général un fiscaliste a quand même de grandes tendances, en début de carrière en tout cas, à passer chez les Big Four pour se former, pour créer des contacts, pour en fait profiter aussi d'un système très très bien organisé par les Big Four, qui est de la formation des plus jeunes, et ensuite avec en plus une évolution et une autonomie qui est quand même très intéressante par ailleurs. Et donc, j'ai évidemment commencé, comme beaucoup, donc, dans ces cabinets. J'ai commencé par un cabinet américain qui était Auric. Et puis, il faisait pas beaucoup de private equity, il faisait beaucoup de contentieux boursiers, qui est une des spécialités de ce cabinet. Martel, qui a fusionné avec Auric. Jean-Pierre Martel, qui avait fusionné avec Auric, qui était un des grands acteurs avec les Brodin et les Darrois du contentieux boursier au début de cette matière. Donc j'ai rejoint ce cabinet, des dossiers absolument passionnants,
mais très peu finalement de private equity en tant que tel. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc, j'ai assez rapidement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai fait 2 ans de collaboration chez eux. Et je suis parti chez Ernst & Young en service transactionnel. Et j'ai fait effectivement 5 ans, très transactionnel, même si on a EY University qui nous permet de changer, comme tu le sais, de département à l'intérieur du projet Ernst & Young. J'étais quand même très rattaché au service transaction et donc j'ai fait quasiment 5 ans, 4 ans en France et une petite année aux États-Unis effectivement, à New York, ce qui était aussi un des avantages aussi de ce genre de structure, hein, qui a la possibilité d'envoyer des plus jeunes à l'étranger. Et puis un jour j'ai fait un constat, qu'est-ce qu'on veut faire après ? Est-ce qu'on veut continuer dans une structure un petit peu mastodonte ? Est-ce qu'on veut rejoindre un lawyer, une law firm en tant que tel, pour devenir fiscaliste dans ces cabinets qui sont en général tenus plutôt par des gens du corporate et du droit des sociétés, puisqu'en fait la law firm c'est aussi une plateforme pour notre métier, mais de transactionnel. Oui, donc M&A private equity. 35% de chiffre d'affaires en général. Exactement, c'est quand même une très grosse partie du chiffre d'affaires par rapport à un chiffre d'affaires de fiscaliste. Mais c'est aussi la possibilité, quand on sort de structures comme Ernst & Young, c'est aussi la possibilité d'aller voir des juristes. Puisque c'est vrai que quand on est chez Ernst & Young, même si, ou dans des bigs en général, même s'il y a des équipes juridiques dans ces firmes, le métier principal, c'est la fiscalité. Alors c'est très plaisant parce qu'en général, le client vient vous voir parce que vous êtes fiscaliste. C'est un petit peu différent quand vous êtes dans une law firm, parce qu'il peut venir vous voir parce que vous êtes fiscaliste, mais la porte d'entrée n'est pas la même. En général, la porte d'entrée dans le service transaction, c'est le corporate, c'est la négociation contractuelle, et c'est la valeur ajoutée qu'on arrive et qu'on essaye de développer dans ce type de structure. Mais ayant passé, comme je suis passé dans des structures anglo-saxonnes, comme Ori, comme Ernst & Young, j'avais envie d'aller voir autre chose. Et j'avais envie de développer aussi un secteur particulier qui était le secteur du mid-cap. Et IH à l'époque, puisque maintenant IH au 31 décembre n'existe plus, mais à l'époque IH était une des références incontournables sur le marché transactionnel mid-cap. Voilà. Et donc ils sont tout simplement, Bruno est tout simplement venu me chercher pour venir étoffer son équipe. Et le projet était absolument passionnant. Moi, j'étais en 5e ou 6e année, 5e, 6e année, voilà. C'était en 2017. Et donc, j'ai rejoint les équipes de IH, qui était composée de 30 avocats corporate sur 50 avocats. Donc, une très forte activité transactionnelle. Une machine à transaction. Une machine à transaction. La particularité, et c'est ce que d'ailleurs j'ai recherché ensuite dans du coup, mon nouveau projet depuis janvier, mais la particularité, c'est qu'il y avait aussi une approche quand même très haut de gamme, avec beaucoup de temps passé sur les dossiers, une approche de valeur ajoutée pour le client, sur une connaissance secteur, une connaissance métier, une expertise qui permettait de passer du temps sur les dossiers, de placer des beaux honoraires et d'avoir en fait l'oreille du client sur des dossiers qui étaient aussi pour lui complexes et à très forte valeur ajoutée également pour le client. Est-ce que vous êtes passé d'un groupe, je ne vais pas dire de grande distribution, hein, puisque dans la distribution, il y a aussi des fortes marges et de la valeur ajoutée, mais à quelque chose qui est plus sur mesure, qui est plus à taille humaine, où on est plus près du pouvoir. En fait, comment pour un jeune talent donc, qui est devenu associé chez IH, c'est plus facile à faire, c'est plus... Et quand je dis plus facile, c'est pas une question de niveau, mais entrepreneurialement, c'est plus facile à réaliser? Je ne pense pas que ce soit plus facile, parce que, en fait, quand vous êtes dans un cabinet français, en tout cas, c'est mon opinion. Je pense que quand on est dans un cabinet français indépendant, et quand on fait cette démarche, on est nécessairement obligé d'aller faire du développement commercial pour aller chercher une clientèle. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans des structures anglo-saxonnes où vous avez une marque qui vous aide à développer des clients qui sont déjà présents soit dans des panels plus importants d'entreprises assez importantes qui choisissent un cabinet dans lequel il peut y avoir une sorte de full service dont la fiscalité et dont d'autres matières. Et donc l'entreprise vient piocher dans ce qui a été négocié en fait dans un début d'année ou sur un cycle de 3, 4, 5 ans. Dans un cabinet français, vous avez quand même une dimension très entrepreneuriale, où vous avez quand même plus de difficultés, à mon sens, à devenir associé si vous n'essayez pas de développer des clients et de développer une clientèle personnelle qui va être rattachée
pour partie évidemment à la structure, notamment quand celle-ci est existante, mais également à l'avocat en tant qu'apporteur d'un conseil stratégique et de valeur ajoutée. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans la démarche de rejoindre un cabinet français, c'est cette démarche aussi entrepreneuriale qu'on peut retrouver évidemment dans des cabinets de taille plus importante, mais que je trouve personnellement est encore plus prégnante dans un cabinet français indépendant. Et le côté réseau, alors moi je suis aussi dans un cabinet français, on peut très bien travailler à l'international, c'est 35% du chiffre d'affaires de Gaulle Fleurance, mais c'est pas quelque chose qui vous a un petit peu fait peur, et surtout l'apport de business du réseau, premier élément? Alors, il existe, en fait, quand on est dans des cabinets français, il existe des réseaux, parce qu'on se fait ce qu'on appelle des best friends. C'est vrai que le réseau en tant que tel n'est pas un réseau préexistant, puisque c'est vous qui devez aller chercher votre réseau. Alors il existe évidemment des associations, l'IBA, l'IFA, il existe plein d'associations à l'étranger pour aller travailler ces liens avec des confrères avec lesquels on a le plaisir de travailler, et ensuite qui ont une expertise particulière en fonction du dossier. Ouais, c'est intéressant, on a le plaisir, on se les choisit, ils ne sont pas imposés par le réseau. Exactement, en fait. À mon sens c'est la grande différence, c'est que vous allez pouvoir choisir le confrère avec lequel vous allez travailler, et on le sait dans certains pays, notamment quand on est dans un réseau international, on est entre guillemets obligé de passer par certains bureaux ou de passer par certains professionnels dans des pays où la qualité du rendu, on l'a connu sur d'autres dossiers, peut être discutable. Là, c'est vrai qu'on a la liberté de choisir le professionnel avec lequel on va travailler sur un dossier, et on peut également choisir le professionnel en fonction de la valeur ajoutée qu'on veut apporter sur le dossier ou de la complexité sur le dossier. C'est-à-dire que vous avez tout le loisir d'aller chercher un professionnel à l'étranger qui va avoir des honoraires plus ou moins importants ou un niveau de complexité plus ou moins important en fonction de la problématique de votre client. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes à l'intérieur d'un réseau, où vous êtes finalement obligé d'aller contacter un avocat de ce réseau, et donc du coup avec le même niveau type d'honoraire, ou avec voilà, des nécessités de complexité qui restent finalement le même, puisque le réseau est organisé pour sortir un process qui est très précis sur un type de clientèle aussi précis, qui s'inscrit dans une stratégie de cabinet. Apport du réseau, mais aussi du chiffre. Quelquefois, dans la transaction, on voit l'audit, à un moment donné, les transactions passées soit chez Price, soit à l'audit chez EY, avant les créations d'Hit Advisory et d'autres acteurs aujourd'hui. Le fait de travailler avec ces auditeurs qui souvent intégraient la partie fiscale historiquement, voire la partie juridique, est-ce que c'est je ne vais pas dire un manque à gagner, mais une plus grande difficulté pour arriver à séduire ses clients, ou est-ce que ça permet une plus grande indépendance, justement? En fait, je pense qu'en fonction de la stratégie du cabinet et de la stratégie de construction du cabinet, de la taille du cabinet et de son positionnement et son marketing sur un marché transactionnel, les métiers qui sont proposés par les cabinets d'avocats sont très différents. Vous avez effectivement l'audit, qui est en général une chasse gardée de nos amis, alors en fiscalité, je parle encore plus en fiscalité, mais qui sont une chasse gardée de nos amis cabinets d'audit type Big Four, puisqu'ils ont des équipes avec une ribambelle de juniors, de seniors, du monde, qui leur permet en fait de traiter les dossiers d'un point de vue process et logistique de façon plus facile. Et puis parce qu'en fonction de la taille des dossiers, ils ont la possibilité, en 48 heures, de sortir une propale sur 10 pays, avec 50 entités à revoir, de façon quand même très facile. Donc ça, quand vous avez ce type de dossier et que vous êtes client, évidemment, allez voir un big. Quand vous êtes sur des audits qui sont plus tenus ou qui sont franco-français ou avec moins d'entités, je pense que d'autres types de cabinets, type cabinet français, si leur positionnement c'est d'aller faire de l'audit, sont totalement capables de faire ce type de revue transactionnelle, même si en général, les cabinets d'affaires, qui soient affaires type lawyer, français ou anglo-saxons, en général ne courent pas après les audits. Parce que ça prend du temps, parce qu'en général la valeur ajoutée est moindre que sur d'autres aspects du transactionnel. Ce sont des standards qui tirent vers le bas tous les ans. Ce sont des standards qui tirent vers le bas, où il y a une époque, et pourtant je suis encore jeune, mais je parle déjà d'époque, où on arrivait à faire si vous voulez, des rapports d'audit relativement complets avec du descriptif, mais que évidemment... Et qui est élu.
et qui est élu, et qu'aujourd'hui, en fait, à part lire l'exécutif summary et d'avoir un rapport type red flag, on fait plus de rapport descriptif ou quoi que ce soit. Donc, on essaye évidemment de contracter les honoraires. Et donc, pour arriver à contracter des honoraires et par ailleurs réussir à revoir beaucoup de sociétés dans un temps très très limité, avec beaucoup de documentation, il faut avoir un process très clair, il faut avoir des équipes formées pour, il faut avoir en général des grandes équipes de juniors et de seniors, parce que c'est clairement pas les plus anciens qui s'occupent de ce type de dossier, parce que c'est pas là où il y a le plus de valeur ajoutée. Et donc, il y a quelques boutiques indépendantes qui sont capables de sortir des due deals de façon compétitive. Il y a les big qui sont capables de sortir des due deals, évidemment pour des grands groupes, pour des grandes transactions, mais aussi pour des plus petites. Et puis après, il y a l'autre aspect de la transaction qui est là où on essaye d'aller faire du conseil stratégique et de la valeur ajoutée, qui est la structuration fiscale, qui est les réflexions sur du management package, qui est évidemment la relecture des documents corporate avec nos amis du corporate. Et là, ce sont deux jobs différents qui sont deux jobs totalement différents. En fait. Bah, en fait, c'est là d'ailleurs on remarque directement quand vous êtes sur des dossiers transactionnels, vous le remarquez directement, c'est que ce ne sont pas les mêmes équipes qui sont impliquées sur les dossiers. En général, sur les due deals, vous avez des gens plus jeunes. Quand vous commencez à faire de la structuration fiscale, du management package, des revues de Excel, des discussions avec les fonds d'investissement, la revue de la documentation corporate, des termes et conditions, des actions de préférence, des choses qui commencent à être compliquées, en général, les plus jeunes disparaissent. Ils n'ont pas le niveau d'expérience ou d'expertise pour arriver à toucher à ce genre de documents. Et donc, vous arrivez sur des gens qui ont au moins 5 ans, 6 ans d'expérience, et évidemment, à mon sens, plutôt des très seniors et des associés qui travaillent sur les dossiers. Et ce qu'on appelle le leverage, donc le taux de jeunes versus le nombre d'associés, diminue et finalement devient équivalent à celui qu'on a chez Bredin, chez De Gaulle, dans ces cabinets. Exactement. Derrière ce geste et cette intimité avec le dirigeant, c'est assez logique pour être plus intime. Enfin, être moins. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur le marché que vous sentez ou commencez à être un peu expérimenté quand même. Ça fait plus de 10 ans. Ouais, bah ça fait 12. Ça fait 13. C'est ma 13e année. 13e année. 2025. Ouais, vous avez vu les choses beaucoup évoluer. Si des jeunes se lancent dans cette aventure, les données ont l'air très différentes quand même par rapport à ce qu'on a connu vous il y a 15 ans et moi il y a 30. Ouais, alors déjà, il y a la volonté individuelle de savoir quel type de structure on veut rejoindre. Quand on est jeune, c'est très compliqué de choisir. Je pense qu'on ne fait jamais d'erreur quand on rejoint une structure avec un beau nom. Personne ne vous reprochera de commencer dans des beaux anglo-saxons, dans un big. Même si vous faites du café et des photocopies ? Même si on fait du café et des photocopies, parce qu'il y a plein d'autres choses quand même à faire. Alors, il ne faut pas se cacher dans les structures. En général, d'ailleurs, quand on est dans les bigs, on connaît encore mieux les bigs que les lawyers anglo-saxons, même si j'y suis passé. Mais alors, il y a une vraie propension dans les bigs, quand vous avez 300 avocats, à pouvoir vous cacher si vous n'avez pas envie une fois que vous avez 1 ou 2 heures de libre, à prendre votre pad pour aller voir votre manager, parce qu'en général, c'est quand même très hiérarchisé, mais voir votre manager à tout le moins au départ, pour essayer de récupérer quelque chose à faire. Par contre, si vous avez, à mon avis, la volonté d'évoluer dans ce type de structure, je pense que c'est quand même une plateforme qui est formidable quand on commence. Moi, j'ai passé mes 5 années chez Ernst & Young avec absolument aucun regret. J'ai adoré l'expérience. Mais il faut se saisir, il faut être, à mon sens, extrêmement proactif sur ce type de structure. Il faut être intrapreneur, en fait. Il faut être intrapreneur, ouais, exactement. C'est un très bon terme. Il faut être intrapreneur parce que si vous ne faites pas la démarche en fait, de vous autodiscipliner pour aller travailler, récupérer des dossiers, faire vos recherches techniques, etc. Même s'il y a une hiérarchie grande qui peut quand même amener un peu un contrôle en tant que tel, évidemment, en fait, vous pouvez très vite vous cacher dans la structure. Et là, en fait, l'expérience, à mon sens, elle est catastrophique. Parce que du coup, vous pouvez passer plusieurs années à être complètement en dessous des radars, avoir des pourcentages d'augmentation qui sont absolument abominables, une absence de bonus, et puis finalement, on vous oublie. Vous prenez la porte, au bout de 2-3 ans, c'est terminé, et l'expérience big a été horrible. Oui, chez un lawyer, c'est plus difficile. Chez un lawyer, c'est plus difficile parce qu'en particulier dans les équipes fiscales, il y a quand même très peu d'équipes fiscales qui sont très étoffées. En général, les équipes fiscales sont plus petites. C'est plutôt une quinzaine dans les grosses structures, voilà, comme chez De Gaulle, comme chez Clifford. Exactement. Vous, on a la structure fiscale pour l'instant ? Moi, je viens d'arriver en janvier.
Je cherche à embaucher, donc je vais embaucher probablement un senior, un début de seniorité, un 3-4 ans très, très prochainement. Mais on est, par exemple, quand moi je travaillais chez IH avec donc Bruno, qui était mon associé, et Bruno Erard, qui était mon associé référent. On était 2 à faire du transaction d'une équipe de corporate de 8 partenaires avec 30 avocats au global. Donc c'est là où on délivrait évidemment énormément de valeur ajoutée. Il faut bien s'entendre avec son associé. Il faut bien s'entendre. Ouais, faut bien s'entendre avec son associé. Et puis du coup, la propension à se cacher entre guillemets, c'est évidemment pas l'objectif, mais est quasiment impossible dans un lawyer. Après 5-7 ans, on se cache rarement. Hein, sinon, alors faut changer de profession. Changer de profession. Du coup, l'offre sur LLberg, c'est le côté toujours entrepreneurial et de créer finalement ce département plutôt que de rejoindre une des grosses équipes de fiscalistes, puisque Mayer Brand doit avoir une des plus grosses équipes. C'est une des plus grosses équipes de transactions, je pense. Effectivement, ils doivent être une vingtaine, clairement très dédiés. D'ailleurs, le cabinet est quand même très dédié aux transactions de toutes. Oui, on dit bonjour à Laurent Boré, à tous les amis qu'on a, à Benjamin et Nicolas, qui est passé Rémi, sur la fiscalité CEROC pour parler de son enthousiasme. Oui, exactement. Oui, ils ont une très grosse équipe transaction, et donc c'était soit s'intégrer dans un projet qui était déjà construit, il y a toujours à construire, mais qui était déjà construit, ou alors rejoindre un acteur qui était en fait une boutique à très forte valeur ajoutée sur un marché aussi du private equity pour amener une expertise et avec tout à construire. Ce marché, il bouge beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments de mode, en fait? Si vous regardez la manière dont se faisaient les transactions à haut niveau, comme vous l'avez connu en débutant avec Bruno Erard, et aujourd'hui, ce que vous faites et votre clientèle mid-market, hein, si j'ai bien compris, et private equity, il y a des choses à la mode, des choses qu'on ne fait plus? Il y a plein de sujets dans la question à la mode. Il y a la mode du secteur, il y a la mode de la pratique en tant que telle. Dans la pratique, si on revient rapidement sur les deux notions, sur la pratique, oui, c'est même plus que des modes, c'est qu'il y a des transformations très profondes en train de s'opérer, à mon sens, dans le cadre de la profession. De marché, je pense qu'il y a clairement différents types de structures qu'on connaissait déjà, mais qui, je trouve, s'accentuent en termes de nature de structure et là je parle aussi encore en fiscalité, mais c'est vrai je pense dans d'autres matières, mais entre par exemple le big qui va de toute façon traiter des dossiers que les autres cabinets ne sont pas capables de traiter, de type de la compliance très lourde en fiscalité internationale. Nombre d'Indiens et capacité à processer, à utiliser exactement, l'IA, une capacité à processer de façon très lourde, qui a la capacité de récupérer des informations dans 300 filiales, c'est des choses que de toute façon que le législateur met en place, notamment dans sa volonté de contrôle plus généralisé de la base d'imposition. Et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, quand on regarde les finances publiques de nos pays industrialisés, mais il y a une vraie volonté comme ça de compliance et de contrôle. Et ça, à part donner une nouvelle business line à des bigs, je ne pense pas que les law firms, ou alors seulement certaines, ou les cabinets français indépendants seront capables de délivrer ce genre de service. Vous avez les gros cabinets d'affaires, parce que certains peuvent être français également, mais qui sont généralement plutôt anglo-saxons, qui, à mon sens, sont dans des process aussi assez lourds, avec des honoraires très élevés, et il y a une vraie opportunité ou intérêt à aller les voir quand on peut avoir du multi-pays, quand on cherche du full service, quand on cherche une marque aussi, parce que quand on est en direction fiscale ou en juridique, on cherche parfois aussi à avoir une marque, prix de la tranquillité, hein, on a sa propre responsabilité également à l'intérieur du groupe qu'on engage quand on engage un conseil et que c'est vous qui le choisissez, donc il y a aussi une tranquillité d'esprit quand on se dit j'ai pris une belle marque, on ne peut pas me le reprocher. Et puis, et la troisième, c'est le cabinet d'affaires, à mon avis, français, que moi j'ai choisi depuis maintenant plusieurs années et que j'ai continué à choisir, qui, à mon sens, doit se démarquer sur d'autres critères, qui est, à mon sens, le conseil très stratégique, une valeur ajoutée sur des dossiers très complexes, un métier d'avocat qui revient aussi avec une forme de traitement aussi de contentieux ou d'anticipation de problèmes contentieux. Oui, c'est ce que Frédéric Dondieu évoquait en disant en fait les conseils fiscaux redécouvrent le véritable métier d'avocat, notamment avec cette dimension contentieuse. Exactement, je suis bien d'accord avec sa vision, c'est que je pense qu'effectivement, notamment en fiscalité avec la pénalisation du droit fiscal, je pense que les cabinets français, en mettant beaucoup de valeur ajoutée dans leurs services, ont vraie carte à jouer justement sur un retour de la profession d'avocat et de leur métier un petit peu premier qui est la défense de l'intérêt judiciaire / administratif, mais
du contribuable d'un point de vue judiciaire devant des tribunaux. Et là, je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin, sauf contentieux très spécifiques à la chaîne, voilà, où il y a énormément de process, contentieux de place ou ce genre de choses. Effectivement, il y a vraiment des choses, à saisir, à mon avis, quand on est dans un cabinet français indépendant. Donc il y a ces différentes typologies ou nature de cabinets, et je pense qu'il y a forcément plein de sujets et de transformations qui vont arriver dans ce type de cabinet. Un des sujets évidemment prépondérants, il y en a beaucoup, les critères ESG, voilà, mais je pense qu'il y a l'intelligence artificielle et la digitalisation, qui va être, à mon sens, qui est déjà, mais qui va être de plus en plus un sujet fondamental, je pense, dans ce type de structure. Parce que ça peut remplacer une armée de staff, ça peut vous donner l'accès à un savoir. On est accueillis par les amis de liaison, donc ils sont très en avance sur ces éléments de mise à disposition du savoir, y compris au niveau international. L'IA, merci l'IA, en fait, pour c'est ce que je pense. Ce choix. C'est ce que je pense. Je pense que l'intelligence artificielle et la digitalisation de la profession d'avocat, certains avec des confrères avec qui je discute ne veulent pas y toucher. Ils sont pas loin de la retraite, on peut les comprendre. Voilà. Même parfois des plus jeunes, considérant qu'en fait c'est des outils qui vont trahir la pensée intellectuelle de la profession d'avocat. Je pense qu'ils se trompent. Certains vont au contraire, à mon avis, trop dans l'extrême inverse, c'est-à-dire je pense que c'est un outil en tant que tel, mais une surutilisation d'une intelligence artificielle ou de la digitalisation fait que finalement on risque peut-être vis-à-vis du client de faire des services qui sont à trop faible valeur ajoutée. Disons qu'ils sont ou alors c'est un modèle économique. Comme ce que vous avez connu. Ou alors on est dans un process, notamment, alors par exemple, si on cite dans le transactionnel, vous avez des cabinets très efficaces qui le font, notamment dans le domaine du venture, voilà, où vous avez, en fait, on a besoin de sortir des dossiers très rapides, avec une complexité quand même qui est relative, et avec des honoraires qui sont restreints, et donc du coup, effectivement, là, vous allez utiliser encore plus ce type d'outils. Bon, c'est un certain type de modèle économique, mais je pense que dans l'avenir, il faut faire attention à ce type de modèle parce que peut-être qu'on n'aura plus forcément besoin du conseil, à part la responsabilité civile professionnelle, mais on n'aura peut-être pas besoin du conseil du coup dans 5 ans, dans 10 ans avec une intelligence artificielle. Sur ce type d'opération. Et il y a évidemment l'IA vu comme un outil, une aide de l'avocat qui va lui permettre en réalité de se concentrer sur délivrer pour son client de la valeur ajoutée, du conseil stratégique, de l'expertise secteur, et se concentrer en réalité sur ce qui fait vraiment le pourquoi les honoraires d'avocats sont si chers aux yeux des clients, et la justification aussi de ce type d'honoraires sur des dossiers complexes et sur des dossiers à valeur ajoutée pour le client. Et à mon sens, utiliser ces outils, ça permettra justement d'éviter de se retrouver, et je suis sûr Stéphane que tu as eu ce type de conversation avec des directeurs juridiques ou des directeurs fiscaux qui parfois tombent de leur siège dans des grands cabinets quand ils voient arriver les fiches d'honoraires en voyant des dizaines de milliers d'euros pour photocopie, analyse de documents, etc. par évidemment des armées de plus juniors. Et qui se demandent mais quelle était la valeur ajoutée et pourquoi facturer aussi cher ce genre de service. Je suis dans un modèle qui est assez techno et qui justement fait attention à cela et qui est très positif vis-à-vis de l'IA, puisque maintenant ça fait un certain temps que tous les avocats de Gaulle-Fleurance utilisent l'intelligence artificielle sur l'ensemble des 23 années d'archives, et justement pour arriver à être plus pertinent. Et on est un certain nombre d'anciens à trouver ça génial, parce que ça travaille 24/24, ça n'a pas d'humeur, c'est un petit côté inhumain qui finalement quelquefois est plus facile à manager si on n'est pas toujours doué pour le management. Tout à fait, ouais. Alors, l'outil, alors faut savoir le prompter, comme on dit. Voilà, donc peut-être que d'ailleurs les plus jeunes ont vraiment une place à saisir sur justement le prompt, parce que c'est une vraie technique et c'est un vrai talent de savoir quoi demander à l'IA. Oui, pour avoir poser la bonne speech. question. Comme l'avocat, il faut poser la bonne question aussi pour avoir la bonne réponse. Et du coup, comme l'avocat demain, on peut être au speech to text, avoir une certaine performance, qui fait que l'art du prompt aujourd'hui fait du business de certains. C'est un élément important, hein, poser la bonne question, mais vous avez raison, c'est poser la bonne question, c'est le métier élémentaire de l'avocat. Hélas, le temps passe très vite, cher Laurent. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements, en fait, votre métier autour de l'accompagnement de ces chefs d'entreprise? Demain, le comportement de l'administration plus collaboratif, plus
plus battant? Comment ça va se passer? Je pense que ça dépend probablement des sujets. Quand on voit les projets pour l'instant de loi de finances, on est plutôt quand même sur une tendance à essayer évidemment de récupérer le maximum d'argent pour les finances publiques. Je pense que forcément ça aura des conséquences. En termes d'attractivité? En termes d'attractivité, ça aura probablement des conséquences même sur les conseils, sur notre modalité d'intervention et sur, si vous voulez, la façon dont on va avoir de donner un conseil à un client et également de prendre en compte le fait que le contrôle, qui est d'ailleurs de plus en plus digitalisé, parce que quand on regarde les rapports DGFiP 2023, oui, il y a 80 analystes, je crois. C'est 56% maintenant des contrôles qui sont dirigés par l'intelligence artificielle. Donc on aura probablement de plus en plus de contrôles. De plus en plus de contrôles aussi qui seront aidés par l'informatique, donc qui vont probablement aider l'administration fiscale aussi à être plus efficace. Je pense qu'en tant que rôle de conseil, il faut évidemment prendre cette réalité à bras-le-corps. Et donc je trouve en tout cas que les conseils sont quand même plus prudents que ce qu'on a pu connaître dans des optimisations un peu plus agressives dans les années 90, 80, 90, 2000. Autres mœurs, exactement. Qu'on n'est plus vraiment dans une tendance d'agressivité sur une optimisation du résultat imposable à tout va, ou des directeurs fiscaux d'ailleurs qui avaient des rémunérations indexées sur la baisse du taux effectif d'impôt. Qu'en France. C'est vrai que c'est plus aux États-Unis, mais avec les groupes internationaux, on avait quand même ça reflétait aussi. C'était une préoccupation. C'était une vraie préoccupation. Je pense qu'on va recevoir Valérie Descamps qui se prononce et qui est une grande spécialiste justement de ces questions d'empreinte sociétale de l'entreprise dont la fiscalité fait partie. Sont des éléments donc pour vous qui vont aller assez loin, qui vont changer le mode de conseil, mais du coup la formation aussi des conseils. Alors la formation du conseil probablement, mais la formation du conseil se fait en général sur le terrain. Parce que quand on est dans une université et qu'on, si vous voulez, on est étudiant, en général, on n'apprend pas le métier à l'université, même si c'est une formidable plateforme d'apprentissage théorique et technique. Et moi, je tiens beaucoup à l'apprentissage à l'université des étudiants, mais la dimension professionnelle, elle est quand même, en général, dans les cabinets d'avocats. C'est les autres avocats qui forment les plus jeunes. Toujours ce métier de transmission. Toujours ce métier de transmission. C'est aussi une des forces, à mon avis, de notre profession intellectuelle. C'est qu'il y a un vrai quand même mentorat des plus jeunes et on forme et on passe beaucoup de temps à former les générations d'après. Donc si vous voulez trouver votre Bruno Erard de demain, on vous envoie un CV et Laurent Bibeau sera heureux d'accueillir. Moi je suis ravi de pouvoir mentorer les plus jeunes. En général c'est quelque chose qui me tient à cœur et je passe déjà toujours beaucoup de temps à mentorer et à former les plus jeunes parce que je pense que ça fait partie intégrante du métier d'avocat et d'une profession libérale intellectuelle. Laurent, merci, un grand merci. On dit merci aussi à Morgane Mailleux, parce que c'est grâce à elle que vous êtes là. C'est la rédactrice en chef des Nouvelles Fiscales. On dit bien sûr merci à Hervé Vorier qui nous fait la technique, qui nous fait des beaux portraits et un beau son. Et puis Tiffaine Dieny qui nous fait la diffusion. J'ai appris même sur TikTok, donc on va voir comment on sera sur TikTok. Faut s'abonner. Un grand merci encore et puis on se retrouve très vite. À très bientôt pour de nouvelles frontières fiscales.